Voilà, alors maintenant, je vais proposer, je vais montrer un petit peu comme je l'ai fait pour Weinen, Klingen, etc. Je vais le montrer pour la messe en si. Alors je précise un petit peu, pour les étudiants, y compris, bon, de toute façon, tout mélomane, toute personne ayant un intérêt marqué pour la musique doit connaître un petit peu la messe, qui finalement, indépendamment de la liturgie catholique proprement dite, est aussi une forme musicale. Et c'est une forme musicale très très importante. Donc il faut connaître la messe, l'organisation de la messe. Alors simplement, je la réduis évidemment, je peux parler de la messe en général, mais de la messe dans la musique. La messe dans la musique, entre parenthèses, a toujours été écrite, enfin toujours. Elle était chantée en grégorien il y a très très longtemps. Elle l'a été après évidemment aussi très longtemps, hein, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Mais la messe écrite par des compositeurs, c'est ça que je veux dire, a existé que depuis que le statut du compositeur existe. Donc, prenons par exemple Guillaume de Machaut au XVe siècle, il y a une messe qui est très connue, c'est une des choses les plus connues de Guillaume de Machaut, c'est la messe Notre-Dame, qui est évidemment écrite dans une polyphonie qui pour nous est assez archaïque. C'est l'ancienne polyphonie qui n'a pas exactement les mêmes règles, hein. Il s'y trouve des choses qui paraîtraient bizarres aux polyphonistes qui suivront plus tard. Bon, alors, je vais quand même citer la messe de Guillaume de Machaut, la messe Notre-Dame, dite messe Notre-Dame. Puis les compositeurs, bon, je vais aller très vite, hein, je vais simplement citer 2-3 noms, de la période de fameux contrepoint franco-flamands, 2 noms que je cite toujours d'ailleurs, parce que pour moi ils sont vraiment très représentatifs, mais ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, je pourrais en citer 10, 20, je cite toujours Josquin des Prés, et Palestrina, bon, Josquin des Prés a écrit des messes qui sont très connues, enfin très connues par les amateurs en tout cas de Josquin des Prés et de la musique de cette période. Palestrina aussi a écrit des messes qui sont vraiment très très belles. Après, bien évidemment, au XVIIe, XVIIIe siècle, on en trouve beaucoup. Je ne vais pas citer les noms, on connaît tous ces noms-là. Il y a une messe chez Bach, alors bon, là je ne vais pas parler de ça parce que je ne tiens pas du tout, mais enfin il faut savoir que Bach, la messe est un moment privilégié dans la liturgie catholique. Bach était luthérien, et plus exactement, on peut dire par beaucoup d'aspects piétistes. Ça, il faut regarder après, j'invite chacun à s'intéresser un peu à ces catégories. Bon, il a écrit une messe qui est quand même le canon catholique. Bon, pour des raisons diverses et variées, dont je ne parlerai pas ici. C'est vraiment pas le sujet du jour. Donc des messes, il y en a une chez Bach, la fameuse, on appelle ça la messe en si, c'est-à-dire en si mineur, qui est souvent plutôt en ré majeur, mais enfin elle est en si mineur aussi. Le Crucifixus dont on va parler est en mi mineur par exemple. Puis on connaît bien les messes de Mozart, on connaît Mozart a écrit des messes, Haydn a écrit des messes, Beethoven a écrit la Missa Solemnis. Il y a aussi une messe particulière qu'il faut connaître, c'est la messe des morts, qui est un petit peu différente de la messe habituelle qu'on appelle le Requiem. Requiem étant le premier mot d'un des textes Requiem, etc. Voilà, et puis il y a des messes au XXe siècle, même chez des gens comme Stravinsky. Voilà. Donc la messe est une forme musicale qui a été extrêmement importante, donc il faut la connaître d'un point de vue même musicologique et musical. Alors simplement, je signale une chose qu'il faut savoir à propos de la messe, c'est qu'il y a 5 parties. 5 parties dans la messe que j'énonce, qui sont, premièrement, je vais peut-être l'écrire d'ailleurs, oui, je vais l'écrire. Premièrement, le Kyrie. Kyrie. Il faut savoir que le mot... Alors, c'est extrêmement bref. Le texte du Kyrie est extrêmement bref. C'est 2 mots, enfin, ou 3. C'est Kyrie eleison, Christe eleison, et puis troisièmement, retour du premier, Kyrie eleison. Et c'est tout. Et c'est le seul texte dans la messe, et même dans presque toute la liturgie catholique en tout cas, qui soit en grec. C'est un reste de l'ancien hellénisme qui était celui du christianisme oriental, qu'il est resté après d'ailleurs, peu importe en Orient. Mais le monde latin a gardé le texte grec. Le deuxième est le Gloria. Voilà, le Gloria c'est une chose très importante, donc on les connaît chez Mozart, c'est les adjoints, le Gloria. On appelle ça, allez, soyons un peu savants, c'est la minute savante. Le Gloria est ce qu'on appelle une doxologie. Doxologie. Et d'ailleurs, même pour être plus précis, c'est une doxologie ou c'est la doxologie majeure. Oh, je ne vais peut-être pas me lancer là-dedans. La doxologie, c'est gloire au Père, au Fils, etc. Et là, c'est plus développé, donc c'est doxologie majeure. Bon, peu importe. Après, le texte central
Et le credo, c'est celui qui nous intéresse, puisque le crucifixus est dans le credo. Le credo s'appelle aussi, on a coutume de l'appeler, symbole de Nicée. Nicée. Allez, je dis tout ça, hein, ça fait pas de mal d'avoir quelques petites notions. Nicée, parce que Nicée, c'était le référence au concile de Nicée qui a fixé le texte du credo. Le concile de Nicée, je crois ne pas me tromper en disant qu'il s'est tenu au IVe siècle, donc c'est tout à fait au début de la chrétienté, et ce concile a donc fixé le credo qui contient ce qu'on appelle les articles de foi, et notamment certaines, l'aspect central du christianisme, c'est la Trinité. Et qui a été objet de beaucoup de controverses, etc. Il se trouve là-dedans, dans le credo, hein. C'est très important. Ensuite, on trouve, ah oui, on dit le symbole, quand on parle du credo, le mot qui remplace le credo, c'est le symbole de Nicée, et certains disent le symbole de Nicée est Constantinople, parce qu'il y a eu un concile à Constantinople qui a refixé encore une fois le credo. Bon, alors peu importe, je continue. En quatrième, j'ai le fameux Sanctus, enfin ce fameux Sanctus est très important, enfin tous ces textes sont très importants, Sanctus. Et le dernier, bon je ne fais pas de commentaires, hein, ça le demanderait, et le dernier est l'Agnus Dei. Voilà. On connaît, il y a un Agnus Dei qui est quand même très connu, je pense en tout cas, c'est l'Agnus Dei de la Messancy de Bach, qui est une beauté, qui est extrêmement beau, évidemment. Je dis qu'il est extrêmement beau, c'est pas que je pense que le reste ne l'est pas, mais je fais quand même une petite nuance, il faut bien savoir ça, c'est que les airs de cantate sont des choses extrêmement belles et je dirais humaines et expressives. Or, des fois, il y a certaines fugues en valeur longue qui sont aussi très belles parce qu'elles sont d'une très grande perfection, mais elles n'ont pas la volonté de toucher, si j'ose dire, le cœur que sont les airs de cantate. Elles expriment plutôt une forme de rigueur, de loi, si l'on peut dire. Hein. Donc l'Agnus Dei fait partie des textes extrêmement expressifs. Voilà. Il faut le connaître, hein, j'invite tout le monde à écouter l'Agnus Dei de la Messancy. Voilà, donc maintenant, je dis une autre petite chose, allez rapidement, pour parler maintenant de la Messancy de Bach. Elle est longue, c'est-à-dire, j'ai là sur la partition sur le piano, c'est un volume entier, hein, un volume assez important, hein. Comme on voit, il a une certaine épaisseur, tout ça c'est la messe. Elle est en effet très développée. Par exemple, je prends simplement l'exemple du Kyrie, mais je vais parler un petit peu plus du credo, puisque nous allons nous arrêter sur le Crucifixus. Le Kyrie, à lui seul, c'est 3 mouvements, presque comme on dirait 3 mouvements de symphonie. Il y a un premier mouvement qui est Kyrie eleison, premièrement, un deuxième mouvement qui est Christe eleison, et un troisième mouvement qui est Kyrie eleison. Et d'ailleurs, je fais remarquer que il y a toujours ce désir de symétrie aussi chez lui. Enfin, c'est pas forcément la symétrie qui est cherchée, mais là il y a un aspect symétrique, c'est que les deux Kyrie entourent le Christe, évidemment, et les deux Kyrie sont 2 fugues magistrales à 5 voix, parmi les fugues les plus magistrales de Bach. Et Dieu sait qu'on a de quoi faire dans son œuvre, et certaines fugues sont particulièrement imposantes. Donc 2 grandes fugues, et au milieu, le Christe est plus, encore une fois, c'est ce que je disais, je reviens à ce que je disais, est plus humain, c'est un air, un aria, une aria. Voilà. Puisque les 2 fugues sont très imposantes. Donc les 2 Kyrie encadrent un Christe plus humain, dirons-nous. Et comme par hasard, c'est sur le nom du Christ, qui est l'incarnation, que l'air s'impose de manière plus douce, on pourrait dire. Voilà. Donc maintenant, je viens au credo. Avant d'effacer ce beau tableau, je signale une chose, c'est que le credo lui-même, comme le Kyrie et comme le seront le Gloria, le Sanctus, est lui-même fait de différents mouvements. Donc si on écoute déjà tout le credo, c'est comme si on écoutait une symphonie de Beethoven, par exemple. Enfin, je ne sais pas les proportions, j'ai jamais fait de minutage, peu importe, mais il est fait de 9 mouvements. C'est beaucoup, 9 mouvements développés, puisque déjà on va bien voir que le Crucifixus est un mouvement développé déjà. Pourquoi y a-t-il 9 mouvements, hein, du point de vue concret? C'est que le texte du credo est long. Donc on a un texte qui tient, je ne sais pas, j'ai jamais, de toute façon ce que je dis est ridicule, je vais dire son contenu sur la page, mais enfin ça fait, sur une page normale, de livre normal, édité normalement, ça fait par exemple 20 lignes, sur un livre de poche, ça fait une vingtaine de lignes.
à peu près, c'est pour situer, c'est pas 2 phrases, c'est pas 3 phrases, comme par exemple le sanctus est assez court, par exemple, aussi, il n'est pas très long. Alors, il est quand même un peu développé. Enfin, bon, peu importe. L'Agnus Dei n'est pas très long, par exemple. Voilà. Est-ce que le credo est long? Donc, à chaque fois, il y a des phrases avec des virgules, et des fois, entre deux virgules, Bach prend simplement l'expression entre deux virgules et en fait un mouvement qui peut être par exemple une grande fugue. Le tout début, qui est credo, qui commence par credo, le premier mot latin qui commence, est une grande fugue, par exemple. Voilà. Donc il y a 9 mouvements dans le credo. Voilà, donc maintenant nous allons commencer à voir le credo lui-même, le crucifixus lui-même. Voilà, donc maintenant je présente le crucifixus, alors doit-on dire, peu importe, oh là là, je ne vais pas rentrer là-dedans, crucifixus ou crucifixus. Crucifixus, ce serait la prononciation française, crucifixus avec le tche, c'est la prononciation à l'italienne qui est la vraie prononciation qu'on appelait liturgique. Voilà, bon, alors je ne vais pas me lancer là-dedans. C'est du latin, tout le monde l'aura compris. Simplement, je montre ça, déjà pour montrer, on est en mi mineur, mais on remarque c'est évident que c'est une réplique à l'identique quasiment du Weinenklangen. Parce que j'ai déjà, observons la basse. La basse, au lieu d'avoir, mais c'est comme si c'était blanche, blanche, blanche. Donc c'est une mesure à 3-2, à 3 blanches. Blanche, 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 sauf que ce sont des noirs, donc vous allez avoir tam, pam, pam, on a ta, ka, ti, pa, ta, etc. Mais on voit bien ici la blanche ronde, c'est-à-dire brève, longue, je mets mon petit bref et mon long ici, le fameux iambe, ré dièse, ré bécard, et de la même manière ici, do dièse, comme si j'avais une blanche et une ronde, brève, longue, do dièse, do bécard, puis le si, qui lui est sur la même octave, ne change pas, et la tonique, dominante tonique. On a bien ici tonique, ré dièse, ré bécard, sensible, sensible abaissé, 6e degré haut, 6e degré bas, et dominante, pardon, dominante puis tonique. Alors j'en profite, ça sera le moment, à chaque fois je trouve moyen d'introduire des petites choses. Il y a une chose qui me tient à cœur, je crois que les spectateurs de ces vidéos commenceront à le comprendre, à le percevoir en tout cas, c'est que je suis très attaché à un certain vocabulaire, à la connaissance de ce vocabulaire, et je veux simplement faire remarquer que à l'époque de Bach et à la période précédente, peut-être encore plus d'ailleurs, on était, mais lui aussi il était bien sûr, au plus haut degré d'ailleurs, marqué par la rhétorique. Hein, la rhétorique, c'est-à-dire l'art du discours, d'organiser le discours. Je rappelle très brièvement que dans ce qu'on appelait les arts libéraux au Moyen-Âge, libéraux c'est-à-dire les arts principaux, enfin les arts, les matières d'études en fait, elles étaient divisées en deux, très vite je le dis, je l'ai déjà dit je pense, c'est-à-dire qu'il y avait le trivium et le quadrivium. Peu importe pour le quadrivium, je le laisse de côté. Le trivium était ce qu'on appellerait aujourd'hui les techniques du langage, c'est-à-dire qu'ils étaient divisés en 3 matières, si j'ose dire, de la plus simple à la plus complexe et la plus élaborée. La première était tout simplement ce qu'on appelait à l'époque la grammaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore un peu grammaire aujourd'hui, mais sans doute dans un sens plus large à l'époque, qui englobait d'autres choses, c'est-à-dire la connaissance de la langue elle-même. La deuxième matière, discipline, était la fameuse rhétorique, qui est que, après maîtriser la langue elle-même, on maîtrisait l'organisation du discours, hein, comment organiser le discours, c'était bien ça la rhétorique. Et troisièmement, il y a différents mots pour le dire, certains disent logique, ce serait la philosophie, c'est-à-dire une fois qu'on maîtrise le discours et son organisation, on est capable de raisonner. Donc voilà, voilà pour ces choses-là. Maintenant, revenons à la rhétorique. En préparant ce petit cours sur le crucifixus, m'est venu en tête des notes que j'avais prises il y a très longtemps sur la forme du tétracorde de mi à si, de tonique à dominante chromatique. Il faut savoir qu'il fut un temps, à l'époque, on peut imaginer au début du XVIIe siècle, toutes les oreilles acceptaient difficilement ce chromatisme. En effet,
dans toute l'histoire de la musique, mais même extra-européenne, une gamme n'a finalement qu'un seul aspect. Je dis ça de manière un peu globale, ce n'est pas complètement vrai, je vais m'expliquer là-dessus. Mais c'est-à-dire que si je considère la gamme qui serait, avec dièse ou bémol, peu importe la place des demi-tons, une succession de type Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et bien même en imaginant qu'à tel endroit il y a un demi-ton, à tel endroit même on peut imaginer donc des tiers de ton, voire des quarts de ton, comme ça existe beaucoup et comme ça existait en Europe même. Néanmoins, il y a bien un Do, un Ré, un Fa, un Mi, un Sol. Il n'y a pas deux, Ré, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de chromatisme autrement dit. Chaque point, je reprends le terme de point qu'on a dans le contrepoint, chaque note de la gamme est un point fixe qui peut être plus ou moins mobile selon qu'on est attiré dans le cadre des notes à mouvement obligé. Je parle ça d'un point de vue générique, des fois elle est sensible, mais même dans d'autres mondes que le monde européen, on peut très bien des fois chanter une note un peu plus haut, mais enfin c'est quand même un point fixe de la gamme. Voilà. Alors, on peut tout de suite dire le contraire de ce que je viens de dire, et je le dis et je l'assume complètement, c'est que si on prend par exemple la gamme mineure et la gamme mélodique, il y a deux La et il y a deux Si. En effet, quand la gamme monte, ce qu'on appelle le mineur mélodique ascendant, à partir de la dominante Sol, je parle en Do, Sol, j'ai bien Sol, La bécard, Si bécard, Do. Et quand je descends, j'ai Si bémol, La bémol, Sol. Donc j'ai bien deux La, j'ai bien un La bémol dans la descente, un La bécart dans la montée. En fait, quand ça monte, le La a envie de monter, il est bécard. Quand ça descend, le La est bémol. Le Si, c'est pareil. Quand il monte, c'est la vraie sensible. On se dirige vers le Do, donc le Si est bécard. Quand on quitte le Do, on abandonne le Do, on est plutôt attiré vers le bas, donc on a Si bémol. Donc on est bien d'accord qu'il y a bien deux fois la même note. Mais oui. Mais on peut dire quand même qu'il n'y en a qu'une, parce que quand on monte, il n'y a vraiment qu'une seule forme, qui est La bécard, Si bécard, Do, et quand on descend, on a Si bémol. Mais on n'a pas, dans la tradition, le si bécard et le Si bémol, le La bémol et le La bécard. Non, on n'a pas ça. Or, dans la musique européenne que nous étudions, et c'est bien le sujet, on va trouver les formes doubles des degrés 7 et des degrés 8. Encore une fois, je le redis, je crois que je suis trop insistant, mais bon, ça ne fait rien, c'est quelques minutes de plus. Je redis, il n'y a qu'une seule tonique par contre, il n'y a qu'une seule dominante, il n'y a bien qu'un seul Do et il n'y a qu'un seul Sol. Par contre, le 7e degré, il y en a deux, sur sa forme haute et basse, et le 6e degré, il y en a deux. Mais l'originalité au XVIIe siècle, et même avant, puisque ça existe le chromatisme et des traces de chromatisme avant, c'est d'introduire le chromatisme, de dénoncer les deux statuts de la note. Voilà. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, ça pouvait paraître comme une bizarrerie, et quelque chose qui était un peu difficile à entendre, un peu faux, qu'on ne comprenait pas. Enfin bon, qu'est-ce que c'est que cette musique qui déraille finalement un petit peu. Bon, voilà. Et bien la rhétorique a utilisé une expression que je signale aujourd'hui, pour cette forme, ce tétracorde chromatique descendant, on l'a appelé le passus. Le passus, c'est-à-dire, c'est du latin évidemment, passus qui est le pas, en fait en français ça a donné le pas, mais ça veut dire la progression, la progression, que j'appellerais ici progression chromatique. Alors là évidemment c'est un terme très bizarre, je le dis, mais je vais quand même l'expliquer un peu, Durius culus. Alors voilà, ça sera la bizarrerie d'aujourd'hui, Durius culus. Alors Durius culus, c'est simplement un diminutif de durus, qui signifie dur, c'est-à-dire dur à entendre, un peu pénible à entendre. Et là, c'est un petit peu pénible à entendre, mais là, un peu pénible à entendre, à quelque chose de pénible. Oui, je crois que le terme pénible est adapté parce que ça exprime la pénibilité, en effet. Je crois que c'est très clair, là, il s'agit de la crucifixion du Christ. Donc c'est une impression de pénibilité. D'abord la descente d'une part, et la descente par des degrés incertains. Voilà, c'était le cas de Weidenklagen. Voilà. Et je me permets juste de dire une chose, je suis un peu incorrigible pour ça, mais j'ai toujours été très connaisseur et amateur de l'œuvre de Molière. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que la rhétorique a été très utilisée au Moyen-Âge, elle était très présente au Moyen-Âge, dans ce qu'on appelle la scolastique médiévale. Or, la scolastique médiévale, avec son côté, sa rhétorique, qui était devenue sclérosée, c'est vrai. Il y avait une espèce de sclérose, c'est-à-dire de notion figée, où on devait systématiquement apprendre à exposer ses arguments dans un certain ordre, avec certains mots toujours les mêmes, jusqu'à devenir une chose
éculées, sclérosées, dites par des gens qui ne pensaient plus trop ce qu'ils disaient. C'est une évolution naturelle de choses qui sont très systématiques. Et il y a une scène évidemment chez Molière qui est assez drôle. J'y fais référence aujourd'hui, c'est un souvenir qui m'est venu en parlant de ça. C'est que dans le fameux Malade imaginaire, le fils du médecin, qui est un bénet, enfin qui est un peu bébête, hein, disons les choses comme elles sont, est en train d'argumenter à un moment, peu importe, je passe les détails, et il parsème son discours de ces mots empruntés à la rhétorique, c'est-à-dire j'affirme, je nie, et voilà, et puis oui, je concède votre argument à des éléments. C'était vraiment les termes de cette rhétorique. Donc il ne cesse de dire, en parlant à la jeune fille dans la pièce, nego, c'est-à-dire je nie évidemment, dico, je dis, c'est-à-dire j'affirme, et concedo, je le dis à la française, parce que dans ce contexte c'est bien dit à la française, concedo, oui, je concède une valeur à vos arguments. Et puis le père, à un moment, on est loin du crucifixus, mais c'est pas grave. Le père, à un moment, invite son fils à vérifier le pouls du malade imaginaire, et le fils teste le pouls et dit ah oui, ce pouls est un petit peu duruscule. C'est-à-dire qu'il dit, et un peu duruscule, et je dirais même dur. C'est-à-dire que voilà, il est un peu dur et même dur. Et il emploie le terme de la rhétorique, le terme qui était employé dans le vocabulaire aussi médical de l'époque. Voilà, est-ce que c'était bien important de dire tout ça? J'aime bien le dire. Et en tout cas, par contre, ça c'est quand même intéressant, c'est un terme un peu bizarre, je reconnais. Mais c'est vrai que c'est quand même attaché à ça, il faut quand même le savoir. Bon. Je l'enlève pour ne pas surcharger ce tableau. Voilà. Alors maintenant, concernant la première, alors oui, je le dis, la première exposition, il n'y a rien. Comme je l'ai dit, il y a 13 expositions du motif. Le nombre 13, j'ai déjà expliqué, est important aux yeux de quelqu'un comme Bach. La première exposition, personne ne chante. Alors on a un chœur ici à 4 voix, comme dans Weidenklagen, etc. Il y a 4 voix. Première exposition de cette basse, la basse est seule. Deuxième exposition, je n'ai pas écrit, enfin c'est 2, peu importe, on comprendra, c'est 2. Eh bien, on a exactement le calque précis, exact, c'est une copie littéralement du Weidenklagen. Mais je voulais le montrer, qu'il a écrit donc des années après, et il l'a utilisé dans le contexte de la crucifixion, c'est très important. Et on a donc, alors on peut remarquer les similitudes et les différences. On avait, souvenons-nous, un Do blanche. Enfin, c'était un Ré bémol en Fa, c'est donc un Do bécard en Mi, blanche, lié à ça. Or là, au lieu d'avoir Do, si, ici, on a Do, 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 si, ici. Au lieu de chanter comme un âne, je joue. Voilà, sur la basse, on fait, je ne répète pas les notes. On entend bien ça. On entend bien la sixte mineure, hein. Entre parenthèses, le mi. Voilà, la quinte, si. Voilà, le do est très, très, très plaintif. Hein. Voilà. Donc, je voulais simplement signaler, c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup développer, j'en ai profité pour parler de ce terme de rhétorique. Ah oui, non, il y a une chose qui est extrêmement importante. Oh là là, en le voyant, je me dis... Je vais faire un petit dessin à côté, là, hein, pour le montrer. Ça, j'y tiens beaucoup. Alors voilà un élément nouveau qui n'est pas dans le Weidenklagen au début, et que je montre, qui est très important. Je le montre ici. Donc, premier élément que j'ai voulu montrer, c'est que c'était la réplique exacte du Weidenklagen. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose que je veux signaler est, je l'écris ici, je vais m'asseoir, ce sera plus facile. Je vais écrire, puisque nous sommes en mi mineur, je vais écrire en mi mineur. Et je vais écrire des petits accords de 3 sons à 3 voix, hein, comme je l'avais fait tout à fait au début, c'est exposé sur cet enchaînement. Donc je vais mettre mon joli dièse ici, et je commence avec l'accord Mi Sol Si, donc chiffré 5. Mi Sol Si devient Mi Sol Do, donc devient 6. Puis cet ensemble de 3 sons descend sur Ré dièse, Fa dièse. Allez, je le mets pour qu'il soit très visible, hein. C'est le dièse à la clé.
Ré dièse, Fa dièse, Si. Le Ré dièse devient Bécard. Ça, c'est chiffré 6 avec trait. Et puis ici, j'ai Do dièse qui devient Bécard. Voilà. Do dièse, Mi, La. Et puis, j'ai la corde dominante avec ce La-Si en haut. Voilà. Je crois que c'est très clair, on l'a déjà beaucoup vu. Alors maintenant, je peux inviter aussi certains internautes à aller fouiller un petit peu loin dans les vidéos que j'ai faites, et notamment dans certaines vidéos du deuxième chapitre qui a été conçu il y a déjà pas mal de temps maintenant, pour trouver un exemple de sixte augmenté chez Mozart, dans le cadre d'un chromatisme. Or, je ne vais peut-être pas le redire aujourd'hui, je le dis là, ici avec mes mineurs, Mozart était en La mineur, dans la fantaisie en Ré mineur, mais le passage était en La mineur. Ici, nous sommes en Mi mineur. Ce que je veux faire remarquer, c'est la systématisation, ça c'est très important, la systématisation du chromatisme. C'est-à-dire que certes, il y a chromatisme ici, Mi, Ré dièse, Ré bécard, Do dièse, Do bécard, Si, mais il va y avoir chez Mozart, mais ça vient d'ici, mais pas que de Bach spécialement, hein, ça ne vient pas de cet exemple, mais des exemples de ce type qu'on va trouver chez Pergolèse, par exemple aussi, dont je parlerai ultérieurement, où j'ai un chromatisme, j'allais dire intégral, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire intégral, enfin systématisé en tout cas. C'est-à-dire que non seulement la basse est chromatique, mais même ce qu'on peut appeler la voix d'alto, c'est-à-dire la voix intermédiaire, je ne sais pas si c'est un alto, peu importe, la voix du milieu ici. Voilà. Or, ici, il l'introduit. Hein. Alors, on a bien ici la sixte, comme on l'avait, je l'avais déjà signalé, et après la tierce, c'est-à-dire que ici j'ai Ré, Fa, Si, j'ai bien cet accord. Ré, Fa dièse, Si, ou Ré bécard, Fa bécard, Si, ou Ré bécard, Fa dièse, Si. Bon, je l'ai bien ici, ça c'est donc la tierce. Comme je vais. Eh bien, cette tierce est abaissée, sous-entendu, il y aurait un Fa dièse ici, Ré dièse, Fa dièse, eh bien il y a Ré bécard, Fa bécard, comme on avait chez Mozart, que tout le monde retrouve l'exemple. De toute façon, je le reciterai dans ce quatrième chapitre, le Mozart, l'exemple mozartien. Je le reciterai brièvement, et simplement pour le remontrer. Et j'invite tout le monde après, moi je le ferai de mon côté, dans ce que j'ai promis de faire, je vais essayer de tenir mes promesses, des listes d'exemples que je classerai, c'est-à-dire chromatisme intégral, etc. J'attire beaucoup l'attention là-dessus, parce que c'est d'un grand intérêt, on va le trouver. Allez, je dis encore autre chose. Je recite encore une fois, il faut faire très attention à ce détail, ce n'est pas un détail, justement, c'est très important. Je recite encore une fois, que chacun fasse l'effort d'imagination, parce que je le dis comme ça avec des mots, je n'écris pas les notes sur le tableau. Je recite l'exemple de Handel. Handel, dans le fameux exemple, je crois que tout le monde l'a compris, je l'ai recité dans cette même vidéo. On était en La mineur. Et puis à un moment, on a le Sol bécard. Le Sol bécard en La mineur, c'est le Ré bécard en Mi. C'est bien la même chose, je pars de la même note, la sensible abaissée d'un demi-ton. Eh bien, chez Handel, on aurait dû avoir, dans l'exemple ancien à la Cavalli, Corelli, on aurait dû avoir Sol, Si, Mi. Or, on n'a pas Sol, Si, Mi. Chez Mozart, on a Sol, Si bémol, Mi. C'est-à-dire que le Sol dièse 6 est abaissé en Sol bécard, Si bémol. Chez Handel, c'est pareil, mais il y a encore autre chose que j'ai déjà signalé, je le redis à cette occasion. J'ai Sol, Si bémol plus Do dièse, c'est-à-dire un triton. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, je vais trouver aussi non seulement l'abaissement, pardon, l'abaissement est ici, hein, oh là là, mon Dieu, hein, pas d'erreur, hein, ça c'est encore dièse, ça c'est bécard. Eh bien, chez certains compositeurs, va s'adjoindre le Sol dièse, qui sera un plus 4. Bon, j'espère que mon petit gribouillage est reconnaissable. J'invite tout le monde de toute façon à écrire ça soigneusement. Ceux qui sont intéressés par ces enchaînements doivent les travailler et doivent bien retrouver les exemples que j'ai donnés. Et après, par écrit, je donnerai beaucoup d'autres exemples. Ce serait trop long ici. Donc, j'insiste ici sur l'originalité, parce que c'est une refonte du Weihenklagen, mais le Fa bécard ici est très important, qu'on repense à Pergolèse, l'exemple de Pergolèse que je donnerai, à l'exemple de Mozart, et à l'exemple de Handel, où ça joue en plus de ça un triton. Voilà, j'espère ne pas être trop comme ça, mais c'est important. Voilà, ici, bon, je ne fais pas de commentaire, le reste est identique. Donc là, j'ai de nouveau, là j'avais la sixte, puis la tierce arrive ici. À nouveau, j'ai la sixte du Do, au moment où ça devient bécard. Et ici, j'aurai éventuellement la tierce et le Mi, pardon, excusez-moi, la tierce et le Mi est ici, hein, c'est bien la tierce du Do. Voilà. Et ici, j'arrive
ici précisément sur l'accord complet de dominante, si, ré dièse, fa dièse. Et je retombe sur la troisième présentation, puisque la première était sans chant. Ça, ce serait la vraie première, c'est la deuxième, avec le chant, qui reprend Wein und Klagen, et puis une troisième, et ça ira comme ça jusqu'à 13. Je fais remarquer que la 13e, petit détail, mais ce n'est pas vraiment un détail, la 13e est modulante. La 13e n'est pas comme les autres. Peut-être que je ne sais pas qu'il y a aussi un symbolisme ici, c'est que le 13e n'est pas comme les 12 autres. Voilà, c'est-à-dire que les 12 premières, comme dans Wein und Klagen, les 12 expositions de là-bas sont strictement identiques. Il en arrive une 13e qui est modulante. Bon, je pense que je ne sais pas que tout ça a un sens, hein, évidemment. Bon, je vais arrêter là pour le crucifixus. Très rapidement, c'est presque une plaisanterie que je fais, c'est pas une plaisanterie, mais je vois la partition comme ça, et je ne regarde même pas réellement, mais je vois des petits sol dièse qui se promènent. Donc voilà, ce sont des sol dièse qui concernent ça, dans les autres occurrences, dans les autres présentations. Voilà, alors j'invite tout le monde ensuite à regarder de près ça. Voilà, je pense que déjà, tous les éléments que j'ai donnés sont déjà une excellente, enfin je m'envoie des fleurs, une excellente incitation à travailler plus, à aller plus loin. Et je crois que déjà ces informations-là sont les informations capitales, incontournables. Voilà pour le crucifixus.